Salut Féfé, très content de te recevoir, merci aussi de me permettre de faire un bilan du Stage 2 de Paris Eternal avec toi, je pense que c'était nécessaire. Merci aussi à toi de prendre le temps pour ça, puisque je sais que tu t'offres un petit break en France, entre le Stage 2 et le Stage 3, t'es pas mal sollicité, et puis évidemment t'as aussi besoin de décompresser, de penser à autre chose que l'Overwatch League. Alors Féfé, on va essayer de faire le tri entre le bon et le moins bon, puis on va aussi regarder devant, voir comment faire mieux, surtout du côté de Paris Eternal. Alors pour ça, il y a mes questions, il y a celles aussi de mes abonnés, que ce soit sur Twitch ou YouTube, quelques-unes de ces questions que j'ai eu le temps d'ajouter. Féfé, est-ce que tu es prêt ? Toujours prêt à répondre à tes questions et on verra bien ce que ça donne. Eh bien écoute Féfé, on va se lancer. Alors je le rappelle rapidement, le bilan chiffré de Paris Eternal sur ce Stage 2, un bilan de 2 victoires et 5 défaites. 5 défaites dont 3 4-0, alors que lors du Stage 1 c'était 3 victoires et 4 défaites. Toi tu t'attendais à mieux sur ce Stage 2 Féfé ? Forcément, quand on travaille dur et qu'on apprend des leçons d'un stage, on essaye de faire mieux le stage d'après. Donc forcément, oui, on s'attendait à mieux. Après, on sait très bien que ça s'est joué sur les 2 dernières semaines globalement et que c'est un petit peu frustrant quand on sait que si on avait gagné le match de Spark, par exemple, la dernière semaine d'entraînement aurait été différente et la tournure du match peut-être contre Toronto l'aurait été aussi. Le trip à Dallas a été un tournant où avant de partir à Dallas, on était encore qualifiable pour les playoffs et on avait un bon goal average. Et après le trip à Dallas, on n'était plus qualifiable pour les playoffs et on va dire que le moral était plus bas et c'était plus compliqué derrière pour rebondir. Mais alors qu'est-ce qui manque à Paris pour quitter le fond de la classe et battre des équipes d'un autre calibre que Guangzhou Charge, Florida Mayhem ? Là tu citais notamment les Sparks, on pense aussi à London, à Toronto. Qu'est-ce qui manque à Paris ? Il manque forcément de la consistance et de pouvoir répéter les prestations et ne pas faire d'erreurs en fait qu'on a vues à l'entraînement et qu'on a analysées et qu'on sait comment jouer autour. Donc de pas refaire ces erreurs-là, que ce soit d'un point de vue collectif ou d'un point de vue individuel. Sur ce stage, il a manqué parfois de cohésion aussi. La sensation que parfois pendant les matchs, les joueurs étaient pas tous sur la même longueur d'onde. Ça suivait pas les mêmes plans, ça jouait un petit peu plus pour soi que pour l'équipe sans être conscient. C'était vraiment non conscientisé. Mais derrière, ça a causé des erreurs, que ce soit de positionnement, que ce soit d'ult management et ça a coûté des victoires. C'est frustrant aussi parce qu'on a essayé de nouvelles choses sur ce stage, on a essayé des nouvelles compositions, on a essayé de se rapprocher de notre identité de jeu avec donc des compositions un petit peu DPS. On sait très bien qu'il y a des moments où on peut pas jouer des compositions DPS, même si sur une map c'est peut-être que juste un 3e point où il faut jouer des tanks. Au final il vaut mieux jouer des tanks sur toute la map parce qu'il y a une meilleure chance de snowball qu'en jouant des DPS puis des tanks où c'est difficile de retake les points. Donc il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en considération. Je dirais que ce qui nous manque, c'est d'être tous sur la même longueur d'onde et de ne pas répéter des erreurs qu'on a déjà vues et qu'on a déjà analysées et dont on sait déjà ce qu'il faut faire pour les résoudre d'un point de vue stratégique. Je vais rebondir avec une question d'Hammerkick. Tu parles de style de jeu qui vous est propre du côté de Paris Eternal avec des compositions plus orientées DPS. Hammer lui dit que beaucoup de gens, de la communauté notamment, parlent d'un manque d'identité chez Paris Eternal, d'une absence justement de style de jeu qui vous est propre, qui fait que l'équipe ne se démarque pas forcément des autres. Est-ce que toi tu prêtes beaucoup d'attention à donner vraiment une identité à l'équipe, un style de jeu made in Paris Eternal, ou c'est quelque chose de facultatif pour l'évolution de l'équipe ? C'est pas aussi simple que ça de donner une identité stratégique et une identité en termes de composition. Quand on veut jouer des choses qui sont hors méta, c'est un pari de jouer ces choses-là parce que on sait pas si ça va marcher. On sait qu'il y a du potentiel en fonction des talents individuels de nos joueurs, mais derrière, sur le papier, il y a des choses qui devraient marcher, des choses qui ont failli marcher. Même si on prend le match contre London Spitfire, qu'on perd 4-0, on est à quelques secondes à chaque fois de les full hold sur 2 maps en jouant des compositions DPS, orientées DPS. Donc il y a des moments où ça a failli marcher, où ça aurait pu totalement changer la physionomie de ces matchs-là avec ce pari-là. Mais il y a des moments, comme je le disais, où ces paris-là, ils ne payent pas parce que c'est trop dur, ou que la méta est trop forte, ou que certaines compositions vont de toute façon avoir l'avantage. Il n'y a pas de réelles équipes qui ont aujourd'hui en Overwatch League qui ont cette identité-là. On pense forcément à Chengdu, qui ont leur propre identité en jouant des compositions DPS, mais qui eux aussi ont du mal, que ce soit soit à trouver des partenaires qui acceptent de les jouer parce qu'ils jouent des choses complètement exotiques, soit à masteriser leur composition parce que sur certains points, ils vont être obligés aussi de jouer des compositions tanks, et on l'a vu sur certains matchs où ils ont dû jouer des tanks également. Il y a des équipes qui ont leur propre style de jeu en jouant des tanks, et là on va penser à San Francisco Shock ou à Vancouver Titans qui ont découvert en fait leur façon de jouer ces compositions. Et nous chez Paris, on est parti sur un petit peu le pari des DPS sur Stage 2. On a voulu le faire fonctionner. Après un pari, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Dans notre cas, ça aurait pu fonctionner, c'est passé proche de fonctionner, mais ça n'a pas suffi. Et on s'est rendu compte aussi que y a plein de moments où on pouvait pas le faire malgré l'avoir essayé à l'entraînement et avoir essayé de le faire fonctionner.
Mais quand on parle d'identité, moi je pense aussi à des équipes, bon t'as cité Chengdu Hunters, mais il y a aussi les Shanghai Dragons également, tu vois, qui vont essayer quelques variantes aussi autour de la GOAT, avec un Ding qui va jouer Sombra, un Ding qui va jouer Pharah. Paris a les armes pour jouer des variantes de composition de GOAT, ou non, malheureusement on est trop limité? Si, forcément, il y a les armes. C'est pas la question, c'est pas tant de savoir si on a moyen de jouer quelque chose ou pas. On voit que les joueurs, de toute façon, essayent de s'adapter à ce qu'on essaie de faire d'un point de vue stratégique. C'est des décisions qui sont communes avec les joueurs aussi. Donc, je pense pas que ce soit une question d'armes. C'est une question aussi de quand tu essayes quelque chose à l'entraînement, les résultats que tu en retires. Tu peux pas te lancer sur un match officiel avec une composition qui n'a pas fonctionné à l'entraînement. On voit que l'envers du décor. Par exemple, il y a des moments où on va nous voir switch sur des tanks. Les gens auraient préféré qu'on reste sur des DPS parce que ça a marché sur les 2 premiers points, par exemple. Ou par exemple, sur certaines maps, il se dit pourquoi pas jouer ce qu'a joué Shanghai. Nous, aujourd'hui, quand par exemple on l'a essayé à l'entraînement contre d'autres équipes, ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison qu'on a identifiée. Et derrière, il a fallu faire un choix. Et c'est qu'une question de choix. Et des fois, le choix, c'est de revenir tout simplement sur une composition tank plus classique, on va dire, parce que ça a fonctionné quand on l'a testé à l'entraînement sur ce point-là. Féfé, pour revenir un peu sur le bilan, quel a été selon toi le meilleur match de Paris dans ce Stage 2? Le meilleur, c'est le premier, c'était contre Guangzhou, simplement parce que on était en début de stage, on jouait des choses atypiques et on les a jouées parfaitement. Et en plus, l'équipe en face n'avait pas eu le temps de s'entraîner face à ces stratégies-là. Et donc, on a réussi en fait à surprendre avec nos nouvelles stratégies. Donc, c'était globalement notre meilleur match. On est souvent bon en début de stage, ça a été le cas en stage 1 également. Et c'est là où je parle de consistance, d'être constant, d'arriver à tenir le rythme et ne pas se focaliser sur victoire-défaite parce que ça affecte le groupe. Ça affecte toujours les groupes, les victoires et les défaites. Ça affecte notamment sur la confiance, sur le fait de remettre en question des choses qui fonctionnaient parce qu'on a perdu un match et qu'une fois ça n'a pas fonctionné. Et c'est important de garder justement cette constance. C'est notre travail aussi de les garder dans le droit chemin. Mais c'est vrai que la dernière semaine face à Toronto, on a eu une semaine difficile à cause du voyage à Dallas où en fait on avait beaucoup d'espoir par rapport à ce voyage. On avait bien commencé, on était sur 2 victoires, 2 défaites avec un goal average plus positif que les autres équipes. Donc on était toujours vraiment en course pour ces playoffs. Et ces 2 défaites coup sur coup qui ont affecté tout le monde. Et on a eu une dernière semaine difficile où même si tout le monde faisait des efforts, on sentait qu'il fallait reprendre des bases, il fallait repartir fallait récupérer un momentum. Et ça se ressent aussi en match. Ce manque de faculté à récupérer le momentum, on le ressent en match des fois quand on se fait snowball un peu trop ou quand on n'arrive pas à snowball suffisamment avec certaines compositions. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut s'améliorer. On est forcément déçu de ce stage. En stage 1, on était déçu parce qu'on pensait qu'on pouvait faire mieux. En stage 2, c'est pareil. C'est peut-être passé plus proche à 2 semaines de la fin. Mais au final, quand tu regardes le bilan, on a un bilan qui est moins bon que celui du stage 1 en termes de victoire-défaite. C'est frustrant, mais ça veut pas dire qu'on arrête, qu'on n'a rien appris. Ça veut pas dire qu'on n'a pas mis le doigt sur des choses qui n'étaient pas encore ressorties en stage 1, que ce stage 2 nous a permis de ressortir et qu'on va essayer de corriger durant cette pause, durant ce stage 3 et essayer donc de s'améliorer sur, pas seulement d'un point de vue stratégique, mais en tant qu'équipe. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est une équipe jeune, surtout on a des joueurs qui sont soit inexpérimentés en termes de vie de groupe, en termes de vie collective, de faire partie d'une équipe avec une vraie structure, un vrai cadre, des coachs, des coéquipiers, des sessions de VOD, tout ça, et aussi inexpérimentés par rapport au format de l'Overwatch League qui est vraiment un format particulier. Et là on voit une évolution par rapport à certains joueurs notamment, qui au début focalisaient beaucoup sur la victoire-défaite, focalisaient beaucoup sur le fait de gagner au lieu d'essayer quelque chose et de commit sur quelque chose, mais de faire la solution la plus simple pour essayer de gagner. Et ce stage 2 au final on a quand même essayé des choses exotiques et ça a permis à tout le monde de se commit dans quelque chose, même si des fois on n'avait pas des bons résultats, et d'apprendre à progresser par rapport à ça. Après voilà, c'est comme je disais, c'est un pari. Des fois les paris ça marche et tu as une histoire comme celle d'Eagle quand on était en championnat d'Europe. Paris des tanks ça a marché. Là on a fait le pari des DPS, on n'est pas passé loin de le faire marcher. C'est pas passé sur ce stage et les tanks sont encore trop forts. On verra ce qu'on décide de faire sur le stage 3, mais on va de toute façon commit sur quelque chose et essayer de le faire fonctionner parce que c'est la seule manière dont ça peut marcher. Tu nous as dit votre meilleur match Guangzhou Charge, le premier, le plus mauvais, ça a été lequel ? Je pense que c'est London. London, on n'a pas joué notre jeu du tout. D'ailleurs, il y a eu un rebond après London parce que contre Spark, on n'a pas du tout eu le même visage. Contre Spark, c'est vraiment joué à des détails. C'est une bonne équipe, Spark. Ils sont allés chercher leur place en playoff. Ils ont fait un super stage. C'était pas facile d'aller gagner ce match, loin de là. C'était vraiment un match où on était outsider et on a failli aller le chercher. On a fait des erreurs encore qui nous ont coûté la victoire. Mais le match contre London, honnêtement, oui, je pense que c'est le plus mauvais parce qu'on s'est pas reconnu, j'ai pas vu notre équipe. On était très passif, mais pas dans le bon sens du terme. Il y a un bon côté à être passif, c'est jouer en contre, essayer de punir les adversaires. Mais là, c'était passif, on était dans l'attente. On laissait notre adversaire dicter le rythme, dicter le tempo. Et on a eu beaucoup de tank versus tank match-up. À chaque fois qu'on était en tank versus tank, on s'était fait écraser par Londres qui mettait beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de pression et qui prenait beaucoup plus l'espace.
Et nous, on a perdu cette notion d'espace. Alors, c'est jamais difficile de switch d'un style de DPS à un style de tank. C'est deux façons de jouer différentes. C'est un rythme à récupérer qui est pas le même. Ce jeu il est très rapide et c'est très difficile d'enchaîner les rythmes comme ça. C'est une expérience qu'on avait vécue à l'époque d'Eagle aussi. Quand on passait de tank à DPS sur certaines maps, c'était très compliqué. Donc, 2 CP, ouais. 2 CP, exactement. On a toujours eu des problèmes avec Eagle sur les 2 CP à cause de ça. Mais voilà, en gros, pour moi, c'est le match où on est complètement passé à côté. Et Toronto, c'était un mauvais match, très certainement. Mais pareil, il y a 2 maps où ça passe très très proche et qu'on aurait pu aller chercher, que ce soit Gibraltar ou Lijiang Tower sur la première, où on s'écroule un petit peu face à leur compo Widow, alors qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Et la map où on joue en tank versus tank, on passe à côté en termes de prise d'espace également. Toi qui es là depuis le début, Féfé, quel progrès t'as noté entre le stage 1 et le stage 2 ? Alors, il y a eu des progrès en termes de prise de responsabilité de la part des joueurs. On a eu un stage 1 où c'était très autour du coaching staff, c'était très cadré et au final un peu trop. Donc avec beaucoup de robotisation, ce qui fait qu'on l'a vu pendant les matchs, ce manque d'adaptation. On a eu un stage 2 où le joueur était au centre du stage et là au contraire, peut-être qu'on a eu un petit peu trop de liberté et que ça s'est ressenti sur le terrain et qu'il y a eu ce manque de cohésion, ce manque de cadre. Et on va avoir un stage 3, je l'espère, avec cet équilibre entre ce qu'on a appris du stage 1 et du stage 2 et essayer de le faire fonctionner pour que sur le terrain, tout le monde soit sur la même longueur d'onde, mais qu'ils arrivent à s'adapter d'eux-mêmes sur des situations parce qu'on n'est pas là pour eux. C'est toujours l'un des gros chantiers pour toi, le fait de responsabiliser les joueurs, de les voir s'adapter davantage, de prendre les bonnes décisions au bon moment, des initiatives aussi. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, par rapport à tes attentes en termes de responsabilisation, vous êtes à combien à peu près ? Je fais jamais ces notations. À chaque fois, tu me poses des questions d'échelle, Zoro. Je ne réfléchis pas comme ça. C'est pour voir la progression en fait. Puisque c'était déjà l'un des chantiers entre le stage 1 et le stage 2, est-ce que là aujourd'hui, on est toujours dans une phase de développement ou est-ce qu'on est proche de la structure qu'on veut mettre en place ? On est toujours en progression. Cette année, pour moi, c'est une année d'apprentissage pour beaucoup de joueurs dans notre équipe, même pour des staffs, honnêtement. On vient pas tous d'Overwatch League, même si on est tous titrés là dans le staff. On a été titrés sur différentes compétitions et pas en Overwatch League. Donc c'est aussi nouveau pour nous. Mais c'est une année de responsabilisation, une année d'apprentissage pour tout le monde cette saison. Et oui, il y a de la progression. Je ne saurais pas te dire, voilà, on a atteint ce summum-là. Est-ce qu'on pourra l'atteindre ? Est-ce qu'on ne pourra pas l'atteindre ? Ce qui est sûr, c'est qu'on apprend des choses et qu'on essaie de les appliquer derrière. Et on essaie de faire marcher les choses. Et quand ça fonctionne, on est heureux comme tout le monde. Et quand ça ne fonctionne pas, on est déçu et on réfléchit et on essaie d'aller de l'avant. Mais honnêtement, je ne pourrais pas te dire, voilà, là, on a atteint cet objectif, là, on a atteint cet objectif. Parce qu'aujourd'hui, les objectifs, je veux qu'on se les fixe au jour le jour. Je veux pas qu'on se les fixe sur, voilà, à la fin de l'année, je veux qu'on ait atteint ça, je veux qu'on ait atteint ça. C'est trop abstrait. C'est pas quelque chose qui est applicable au format de l'Overwatch League. C'est aussi savoir s'adapter sur le stage, c'est aussi savoir s'adapter d'un match à l'autre. Et tes objectifs, ils varient d'une semaine à l'autre, d'un entraînement à l'autre. Donc, j'ai pas de graduation à te donner à l'heure actuelle. Quels sont les joueurs qui ont marqué des points sur ce stage 2 ? On l'a vu, tu as fait pas mal de changements. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points, que ce soit dans leur attitude in-game, hors-game, dans leur performance en match, dans les déclics qu'ils ont pu avoir au cours de ce stage 2 ? Je pense que tout le monde a marqué des points à un moment, tout le monde en a perdu à un autre. C'était un tout. Il y a eu des joueurs qui ont eu des bonnes performances sur certains matchs, qui ont eu des moins bonnes performances sur d'autres. Je dirais qu'il y a des joueurs qui ont fait des efforts. Je pense à Cruz, qui a fait des efforts en termes de leadership. Et lui qui s'est responsabilisé, pour le coup, beaucoup plus qu'au stage 1 et qui a pris les devants pour discuter avec les joueurs, eux-mêmes commencer à réfléchir à comment s'adapter, comment ils devraient jouer, lancer des discussions. Donc là, il y a eu ce travail de responsabilisation et de prise de décision de la part des joueurs. Et Cruz a été un moteur pour ça, donc c'était très bien. Je pense à un joueur comme Nico qui a dû jouer sur D.Va sur la fin du stage, donc qui a pris sa responsabilité et qui a accepté de jouer un rôle qui n'est pas le rôle où il est le plus à l'aise. Et ça a été difficile pour lui, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué D.Va depuis Eagle et qui a fait son maximum et qui s'en est bien sorti pour ces dernières semaines. Donc c'est sûr que cette flexibilité et cette capacité de faire des sacrifices pour le collectif, c'est quelque chose qui est important. Et après, il y a même eu des joueurs qui n'ont pas joué du tout. Je pense à Hip et Ben qui n'ont pas joué mais qui ont eu un comportement royal honnêtement sur le banc, qui n'ont jamais cherché à se plaindre, même si on avait des matchs où on passait à côté et où ils auraient pu penser qu'ils auraient pu faire mieux, parce que c'est dans la nature d'être d'un compétiteur de penser qu'on peut faire mieux que son concurrent direct. Ils ont été très professionnels pour le coup, et on refera des trials en stage 3 avec la totalité de l'effectif et tout le monde aura sa chance à nouveau. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde a marqué des points à un moment donné, que ce soit in-game ou que ce soit en dehors du jeu, et tout le monde en a perdu un peu sur des erreurs qu'ils n'auraient pas dû reproduire en jeu ou sur des comportements qui ne devraient pas être présents et qui doivent être encadrés encore et encore. Et comme j'ai dit, on est sur un apprentissage, et l'apprentissage c'est fait d'essais-erreurs. Donc forcément, on accepte l'erreur et on essaye d'aider les joueurs à en faire de moins en moins, tout en gardant bien sûr un cadre à ne pas dépasser. Quels sont les joueurs justement au contraire qui ont commis un peu trop d'erreurs, ou en tout cas qui étaient en deçà de tes espérances ?
Qui ont perdu des points au final. Je vais clairement pas citer de nom, parce que c'est quelque chose qui se règle en interne. Donc dans l'intérêt de protéger les joueurs aussi, que ce soit dans notre équipe à l'heure actuelle ou dans leur future carrière, dans une autre équipe peut-être. Je ne cite jamais les joueurs, on va dire, qui ont fait des erreurs. Comme j'ai dit, je m'attarde pas sur les erreurs, je m'attarde à comment ils répondent à ces erreurs. Tu as le droit de faire une erreur, la question c'est comment tu vas répondre, comment tu vas accepter que tu as fait une erreur, comment tu vas être capable de l'entendre et d'essayer d'être un meilleur joueur ou un meilleur teammate. Et c'est sur ça que je vais m'attarder. Et après, ça reste du domaine de l'interne et c'est normal que ces informations soient gardées pour protéger les joueurs, pour protéger l'équipe et pour qu'on puisse avancer justement dans une bonne ambiance où tout le monde sait qu'on peut se faire confiance aux uns et aux autres. Tu disais tout à l'heure que Nico s'était entre guillemets sacrifié pour le bien de l'équipe. Il n'avait pas démarré ce stage 2, il a remplacé Finzi au bout d'un moment. C'est entre autres parce que Finzi ne répondait pas aux attentes ou c'est parce que Nico collectivement apportait plus que Finzi. Pourquoi ce changement soudain en milieu de stage ? Alors Finzi avait une incapacité de jouer sur la fin de stage qui est d'ordre personnel et interne à l'équipe, donc je rentrerai pas dans les détails, et on a eu besoin de Nico à ce moment-là. Je l'ai sollicité, je lui ai demandé s'il était ok pour le faire, il était ok pour le faire, et on a réussi du coup à travailler ensemble pour essayer de lui faire retrouver un bon niveau sur le personnage et qu'il puisse s'intégrer rapidement au groupe, et il a donné son maximum au quotidien pour le faire, et en effet c'était un bel effort. Mais ça a été brutal alors, ça s'est fait presque d'une semaine sur l'autre, vous avez dû composer avec ça, d'un coup d'un seul, Finzi est venu vous voir pour vous dire moi en gros la fin de stage je la ferai pas, ou c'est quand même quelque chose que t'as senti au fur et à mesure ? Il n'y a pas eu de brutalité, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et justement parce que la communication est bonne au sein du groupe. Comme j'ai dit, je rentrerai pas du tout dans ces détails-là pour expliquer le pourquoi du comment parce que c'est une affaire personnelle et c'est une affaire qui concerne uniquement le groupe en interne. Et j'aime bien comment tu poses la question pour voir qui est venu, comment, mais ça n'arrivera pas, Zaro. Je resterai stoïque par rapport à ça, comme je l'ai dit, dans l'intérêt des joueurs et du groupe. Et simplement, voilà, les faits sont les faits. Il était dans l'incapacité de jouer et Nico a répondu présent. C'est tout ce qui compte. Ouais, non, mais c'est plus d'essayer de comprendre justement, parce que c'est vrai que d'une semaine à l'autre, on voit ce changement. On se dit, attends, Nico, voilà, qui a signé pour jouer DPS et mais non pas off-tank, qui se retrouve sur off-tank. Donc voilà, moi je cherche juste à comprendre. Je pose les questions. Après, tu peux poser les questions. Tu fais les réponses. Libre à moi de ne pas donner cette réponse dans l'intérêt de protéger tout le monde et surtout de garder ces choses-là qui sont des problèmes internes qui n'ont pas à être publics, des problématiques d'ailleurs, pas des problèmes, et qui se règlent en famille comme on dit. Comment tu gères ceux qui n'ont pas joué pendant le stage 2 ? Tu citais tout à l'heure Ib, Benbest qui ont eu un comportement irréprochable. Est-ce qu'ils bénéficient d'un programme spécial ? Parce que c'est important de ne pas les perdre. Tu parlais d'équipe, c'est pas juste le 6 qui joue, j'imagine que c'est l'ensemble. C'est important de leur prêter de l'attention, qu'ils se sentent utiles, concernés, qu'ils se sentent impliqués dans le projet. On sait très bien que gérer des remplaçants dans l'e-sport, c'est très compliqué. Beaucoup plus que dans le sport traditionnel. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais en gros, dans le sport traditionnel, tu t'entraînes toute la semaine avec l'équipe et t'es remplaçant un jour par semaine, le jour du match. Dans l'e-sport, l'entraînement, ça consiste à faire des matchs contre des équipes adverses. Peut-être qu'avec le nouvel outil que Blizzard vient de laisser, le workshop qu'il va y avoir, voilà, on a vu des workshops sur Ana, des workshops sur différents personnages, ils vont peut-être pouvoir s'entraîner en dehors de faire des matchs. Il va peut-être y avoir moyen de diversifier l'entraînement au sein de l'e-sport et au sein d'Overwatch plus spécifiquement. Mais à l'heure actuelle et jusque-là, les entraînements consistaient à faire des matchs. Donc tu joues avec ton roster, ton main roster, parce qu'il faut qu'il ait le plus de temps d'entraînement possible. Gérer les remplaçants, c'est quelque chose de compliqué. Quand tu les fais rentrer au milieu d'un entraînement juste pour une map, au final ils sont pas chauds, ils synergisent pas très bien avec les coéquipiers, c'est ni bon pour le groupe ni bon pour eux. Ça crée des tensions, ça n'a aucun intérêt. Donc au final, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. J'ai beaucoup réfléchi parce que honnêtement, même à l'époque d'Eagle, on était 12, donc on faisait scrimer les deux équipes, là on est 10. 10 c'est un nombre qui est très compliqué parce que ça fait 4 joueurs substitutes et 6 joueurs qui jouent, donc pas assez pour faire 2 équipes, mais beaucoup trop pour en faire qu'une et faire des rotations sans que ça détruise la synergie du groupe. Sur ce stage-là, on n'avait pas encore de réelle adaptation, mis à part que ils s'entraînent, ils continuent à faire des ranked, ils continuent à participer au VOD, ils continuent à regarder les scrims, au moins un bloc de scrims par semaine pour rester au jus si on a besoin de les faire rentrer pour cause de maladie ou simplement de mauvaise performance et qu'on a besoin de faire des rotations. Des fois ils viennent avec nous. Problème personnel, exactement. Des fois, ils viennent avec nous, on est dans le bureau des coachs et on discute entre nous de ce qui pourrait aider leur coéquipier direct ou l'équipe de manière générale. Donc oui, il y a une certaine interactivité, mais faire ça au quotidien, c'est quelque chose qui est épuisant aussi pour les remplaçants. Et j'envisage sur le stage 3 peut-être de
de modifier un petit peu le planning pour les remplaçants. J'ai pas encore les détails, donc pareil, de toute façon, c'est des choses qui sont internes à l'équipe, mais pour essayer de leur donner plus de temps pour travailler sur des choses spécifiques qui ne soient pas directement liées à l'équipe qui joue, à l'équipe titulaire. Mais c'est quelque chose qui est compliqué et que tous les entraîneurs, pour avoir discuté avec la totalité des coachs en Overwatch League, c'est un vrai problème d'avoir même 12 joueurs et 2 rosters, c'est un vrai problème d'expérience et en plus je sais d'expérience et en plus d'avoir discuté avec les autres coachs en Overwatch League, ne serait-ce parce que tu peux pas utiliser les mêmes ressources pour tous les joueurs. Tes coachs sont obligés de se consacrer, on va dire, à l'équipe 1 pour essayer d'avoir des résultats. Et du coup, le discours en début de Stage 2, ça a été ok, on va se commit sur ce groupe de 6-7, alors 8 après puisque Nico est revenu à la place de Finzi, mais le discours était clair auprès de Ib, de Ben, c'est voilà, sur ce Stage 2, on va se commit plus avec Grey, avec Alash Cloudy, donc ne vous attendez pas entre guillemets à jouer quoi. On fait toujours des tests en début de stage, et par rapport aux compositions qu'on voulait jouer... Mais une fois que le stage est parti. Une fois que le stage est parti, ça dépend de ton stage. Là, quand on a un stage comme le stage 2 où on a 2 matchs par semaine, ton temps d'entraînement est totalement réduit et il faut absolument que tu l'optimises avec le même groupe de joueurs. C'est très difficile de faire des switches. Donc oui, pour ce stage-là, faire des switches était quelque chose de peu envisageable et le discours a toujours été clair avec les joueurs, même s'il faut qu'ils soient prêts parce qu'on peut avoir besoin d'eux à n'importe quand. Les rotations, c'est quelque chose qui ne se fait pas aussi facilement parce que ça nécessite de recréer une synergie et que quand tu n'as que 2 jours d'entraînement, tu peux pas te permettre de faire un changement pour recréer une synergie. Tu dois faire marcher. Puis c'est aussi une leçon d'apprentissage. On marche avec un groupe et on essaye de réussir avec ce groupe. On arrête de penser on peut changer tel joueur, si on le change ça va être mieux d'un coup, lui il est pas au niveau, faut le changer. Non, on essaye de faire marcher et on commit dans quelque chose et tout le monde fait des efforts et fait des sacrifices individuels au profit du collectif. Ça fait partie un peu de notre philosophie de coaching à Seita, Kyle et moi. Et du coup, ça, c'est une philosophie de coaching qui, forcément, nécessite de faire moins de rotation aussi. Donc entre ça et les 2 jours d'entraînement par semaine où tu peux pas vraiment te permettre de faire des changements de roster parce que ça fait perdre toute la synergie au niveau de ton équipe et au final, c'est pire que ce que ça devrait être. Ouais, les changements, c'est quelque chose de compliqué. Mais dans un stage où tu as comme le stage 1, par exemple, où t'as qu'un match par semaine, là, ça devient plus envisageable et c'est quelque chose qu'on avait fait un petit peu, où on avait fait des tests sur le rôle de Zarya, par exemple, avec Shadowburn qui était rentré un petit peu, mais c'est pas quelque chose d'évident. Et là on a un stage 3 où on va enchaîner 6 matchs en 3 semaines, donc ça risque d'être compliqué aussi de faire beaucoup de rotations et on verra ce qu'on peut faire au jour le jour. Féfé, où en est Soon ? Il est en vacances comme tout le monde. Oui, non mais ce que je veux dire c'est est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est toujours bien intégré dans le projet ? Est-ce qu'il progresse ? Parce que voilà, Paris Eternal l'avait recruté pour en faire un peu sa tête de gondole du projet. Et j'ai l'impression que ce soit sur scène, quand on le voit, ou même en interview là sur votre chaîne YouTube, il est un peu blasé. On sent qu'il est en manque de confiance. Il a aussi une espèce de rejet par rapport à la méta. Je pense pas qu'il soit en manque de confiance. On a beaucoup discuté avec Soon et il sait ce que je pense de lui. Il sait que c'est un joueur talentueux et c'est un joueur qui a les capacités de travail et les capacités d'investissement qui lui permettent de progresser. Il a eu des jours avec, il a eu des jours sans, comme tous les joueurs. Il y a eu des jours où il y a eu des jours où il a été très performant, des jours où il a fait des erreurs. Je pense qu'il a toujours envie de travailler, que c'est pas la question, qu'il a toujours envie d'être le meilleur à son poste. Mais c'est vrai que quand tu es un joueur qui a un champion pool particulier et que la méta te force à jouer un champion pool différent, c'est frustrant. Et je pense que lui-même sait que quand on a joué des compositions DPS, il a fait des clutches dont lui seul peut le faire, on va dire. En tout cas, des clutches à son habitude, sur Tracer, sur Fatal. Et c'est ça son champion pool, c'est ça ses qualités, c'est ça son identité de joueur. Et la méta actuelle ne lui permet pas de jouer sur cette identité. Comme notre équipe ne peut pas jouer sur sa réelle identité stratégique. C'est le cas pour d'autres équipes aussi, bien évidemment. On n'est pas la seule dans ce cas-là. C'est frustrant aussi pour d'autres joueurs. Je pense qu'il a juste fait part de cette frustration, comme on en fait part tous dans les différentes interviews. Maintenant, ça n'empêche pas que lui, comme tout le monde, on est commit dans le projet, on est commit dans l'idée de faire marcher cette équipe et que le but, c'est de progresser et d'apprendre et d'être meilleur individuellement, mais surtout collectivement. Alors, Féfé, Stage 1, on avait vu que 7 joueurs, depuis, bon voilà, avec l'évolution de la méta, le nouveau stage, ta nouvelle position, on a vu tout le monde, hein, t'as fait tourner l'effectif. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu as ce qu'il faut pour aller chercher les playoffs lors d'un stage ? Moi, personnellement, ou l'équipe ? Est-ce que tu considères que tu as les joueurs, l'équipe qu'il faut pour aller chercher les playoffs lors d'un stage ?
je pense que je m'attarde jamais sur ces questions. C'est-à-dire que là, globalement, si tu m'avais pas posé, j'aurais pas réfléchi à la question, parce que ça m'intéresse pas de savoir si on peut aller chercher un stage. Ce qui m'intéresse, c'est comment on progresse, c'est de savoir comment on va gagner le match d'après, engranger des victoires, engranger de l'apprentissage et engranger des choses qui vont nous servir sur le long terme. Et aujourd'hui, je me pose pas la question de me dire, est-ce que quand je regarde mon effectif, comparé aux effectifs des autres, est-ce qu'on a les moyens de faire les playoffs? Moi, je me pose juste la question de est-ce qu'on a le moyen de gagner des matchs? Je pense que oui. Et en gagnant des matchs, les playoffs viendront d'eux-mêmes. C'est plus comme ça que je me pose, que je vois les choses. Donc, je vais dire oui. De toute façon, on se bat pour gagner des matchs. Et en gagnant des matchs, on aura les playoffs. Donc, forcément, ça fait partie des objectifs. Mais je veux clairement pas que ni mes joueurs, ni personne, ni même les supporters se focalisent sur cette idée que réussir un stage, c'est aller chercher les playoffs. C'est pas forcément ça. Et si on arrive à gagner des matchs parce qu'on a réussi à appliquer des choses qu'on a identifiées, parce qu'on arrête de répéter certaines erreurs qu'on répète, parce qu'on a pris de l'expérience, parce que maintenant on sait quand est-ce qu'il faut pas les faire, et que justement on retrouve cette confiance qui va nous permettre de faire la différence sur les moments importants, les matchs viendront d'eux-mêmes et là on aura les playoffs. Ouais, mais c'est important quand même, tu vois, d'avoir. Alors toi, même si tu fonctionnes pas comme ça, mais tu parlais quand même d'objectifs. Le fait d'aller en playoff, c'est aussi la validation d'une progression. Et or là, quand on regarde le stage 1, où vraiment, moi, je pensais que Paris pouvait potentiellement accéder aux playoffs et où vous finissez en 3-4, le stage 2, où le calendrier était peut-être un peu plus piégeux, mais avec des équipes quand même plus accessibles, les playoffs aussi étaient jouables, et pourtant vous finissez en 2 victoires, 5 défaites. Il y a un moment quand tu essaies beaucoup de choses et que ça fonctionne pas avec le groupe que tu as là, est-ce que tu te commites, est-ce que tu continues d'essayer des choses avec ce même groupe, ou est-ce qu'à un moment, par exemple, tu essaies de recruter du côté de Paris? Alors, la question du recrutement, c'est une vraie question, c'est une question intéressante. On regarde toujours, on est toujours à l'affût du marché, des joueurs qui pourraient être intéressants, des joueurs qui sont disponibles. Ça fait partie du travail d'entraîneur et de coach, même de manager, de regarder ce qu'il y a sur le marché. Est-ce qu'il y a des talents qui pourraient apporter une plus-value à notre équipe, que ça soit sur le jeu lui-même ou des fois en dehors du jeu. Donc oui, forcément, on regarde, et c'est pas un secret, ce qu'il y a sur le marché. Et s'il y a un joueur disponible qui peut nous intéresser et qui peut apporter quelque chose à l'équipe, eh ben, il y aura peut-être des trade ou un recrutement qui se fera. En tant que head coach, quelle est ta position, toi? Est-ce que tu as interpellé par exemple Mex? Est-ce que tu en as discuté avec Drew McCourt pour un moment dire ce serait bien quand même qu'on ait un ou plusieurs renforts à tel poste, parce que doit y avoir quand même aussi des attentes de résultats par rapport à la direction? Ça s'est pas passé comme ça. Je vais pas voir pour dire qu'on a besoin de changement. C'est ce que je te dis, on est plus à l'affût d'opportunités. Et les opportunités sont très rares sur ce format-là parce qu'il y a beaucoup d'équipes Overwatch League qui simplement ne veulent pas se séparer de leurs joueurs qui sont à l'heure actuelle en forme, notamment dans cette méta actuelle. Donc les seuls joueurs qui vont être susceptibles de trade, en gros, sont les joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu depuis des mois ou qui ne sont pas les plus efficaces sur la méta actuelle ou qui ont eu des problèmes, on va dire. Les joueurs contenders, c'est impossible d'aller les chercher, les joueurs en NA par exemple? J'allais y venir. Les joueurs NA qui sont intéressants, on va dire, à l'heure actuelle, parce qu'il y a les joueurs européens. Tu pourrais me dire déjà, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs en Europe? Mais les joueurs en Europe, et c'est un gros problème, et je crois qu'on avait problème discuté. De visa, ouais, dont tu me parlais la dernière fois, ouais, de disponibilité instantanée, on va dire. Exactement. Il y a des joueurs qui sont très intéressants en Europe, mais aujourd'hui, si je demande à mettre en place un recrutement pour un joueur européen, il va y avoir une demande de visa. Entre le contrat, les avocats, le début des démarches de visa, on en a pour au minimum, dans le meilleur des mondes, 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 3-4 mois. Je veux dire, à un moment, ta saison elle est terminée, autant faire ça à l'intersaison. C'est un problème. Donc oui, en effet, il reste les joueurs contenders NA. Et là, c'est pareil. Déjà, beaucoup d'équipes s'intéressent à ces joueurs-là. Donc après, c'est l'offre et la demande. On ne peut pas dire que Paris n'est pas un des plus gros budgets de cette Overwatch League. Loin de là, on est même un des plus petits. Donc c'est pas si facile de recruter des joueurs comme ça à tire-larigot. C'est des questions qui ne sont pas de mon ressort d'ailleurs, qui sont du ressort du management. Et aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressants mais mineurs. Donc qui ne sont pas recrutables en Overwatch League. Et il y a d'autres joueurs qui, même s'ils jouent en NA, ils n'ont pas de visa. Parce qu'il y a des équipes qui les font jouer. Alors après ça, je vais pas dénoncer parce que c'est leur problème, mais qui les font jouer sans visa en Contenders NA, soit depuis chez eux en Europe ou ailleurs, soit avec des ETSA, enfin pas des vrais visas de travail, juste des visas de vacances pour les périodes de Contenders. Mais quand tu es en Overwatch League, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu as des responsabilités. Les joueurs qui sont sous contrat et qui travaillent sur le sol américain doivent avoir un visa. Donc pas disponible non plus au final. Mais s'il n'y avait pas ces problèmes de visa, s'il n'y avait pas ces problèmes de budget, puisque tu le dis, Paris est limité en termes de budget, s'il n'y avait pas ces problèmes de temps, etc., que tu peux récupérer un joueur et qu'il soit disponible instantanément, aujourd'hui, tu recruterais chez Paris Eternal?
S'il y a une volonté de recruter, ce sera une volonté de coaching staff, donc une volonté globale. Pas Est-ce une qu'elle est là volonté aujourd'hui ou pas? personnelle. Comme je te dis, on regarde les opportunités. Pour le moment, il n'y a pas d'opportunité qui nous intéresse. Et donc, du coup, la volonté, il n'y est pas vraiment. Mais on ne sait jamais d'ici la fin du mercato. Mais- Je me dis pas, tiens, il faut que je recrute à cette position, il faut que je recrute à cette position, il faut faire. C'est pas comme ça que je fonctionne. Déjà, de base, on peut faire fonctionner les choses avec un groupe de personnes et qu'il faut faire le maximum pour faire fonctionner le plus longtemps possible avec ce groupe de personnes. C'est parce qu'on commit dans quelque chose et qu'on, justement, on se focalise pas sur ah, mais si on prenait ce gars-là, ça fonctionnerait mieux, ou si on changerait ce gars-là pour ce gars-là, ça fonctionnerait mieux, ou lui il est nul et en fait ça marche pas. Pour moi, c'est une mentalité de perdant entre guillemets. C'est-à-dire que ça veut Non, mais dire quand t'as le abandonner sentiment l'idée. d'avoir tout essayé, Mais on n'a Féfé. pas le sentiment d'avoir tout Là, essayé. vous en êtes pas encore là aujourd'hui, d'accord. On n'en est pas là et je pense qu'on n'en sera jamais. Le jour où j'aurai l'impression que j'ai tout essayé et que ça fonctionne pas, ça veut dire que j'ai pas eu les cartes en main pour faire fonctionner les choses, ou j'ai pas eu les compétences pour faire fonctionner les choses, et ça veut dire que j'ai plus ma place dans cette équipe. La question pour moi, elle se pose plus comme ça d'un point de vue personnel que d'un point de vue collectif, où je me dis bah j'ai tout essayé, ça marche pas. Non, j'aurais jamais tout essayé. Le jour où j'abandonne et je me dis que j'ai tout essayé, bah, c'est que j'ai abandonné psychologiquement et que je serai plus utile pour cette équipe. Est-ce que c'est pas un problème aussi d'avoir un projet de team 100% européenne dans le recrutement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une porte que vous avez ouverte en disant, bah voilà, le projet 100% européen, on a essayé, pour l'instant, c'est un petit peu bancal. Si on a l'opportunité d'aller chercher un joueur, même s'il n'est pas européen, eh bien, on le prendra. Tu parlais d'opportunité de marché, parce que sinon, ça limite encore le champ des possibles que de se commettre uniquement sur des joueurs européens. Personnellement, je pense qu'il y a assez de talent en Europe pour avoir des joueurs compétents à chaque poste. C'est pas la question. Maintenant, après, ça c'est une volonté de management et on va dire de structure. Donc, c'est pas à moi de répondre à cette question et de savoir si c'est possible. C'est toujours le cas. Dans l'équipe aujourd'hui, on continue de dire on veut uniquement des Européens. Si demain je pense que je veux recruter un joueur qui est américain, je pense qu'il n'y aurait pas de blocage de la part de la structure. Maintenant, comme c'est des discussions qu'on n'a pas eues et que c'est pas à moi d'y répondre, enfin, j'ai pas d'informations à te donner à ce sujet-là. Maintenant, oui, je pense personnellement que sur le papier, il y a des joueurs européens talentueux à chaque poste. C'est pas un problème. Mais là, aujourd'hui, est-ce que du côté de Paris, vous avez tenté des recrutements ou pas du tout? Tu parlais d'opportunités. Est-ce qu'il y en a eu à un moment qui se sont présentés sur lesquels Paris s'est positionné en disant oui, nous on serait intéressé par tel joueur et il y a eu un début de négociation? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, qui est totalement confidentielle, qui concerne uniquement le groupe, le coaching staff, la structure. Peut-être que c'est une question qu'il faudrait poser à Mex, au general manager, mais en tout cas moi je suis pas en mesure de répondre à ce genre de questions et il n'y a pas d'intérêt pour nous aujourd'hui de faire un statement par rapport à ça directement. Ouais, toi, tu as le groupe que tu as aujourd'hui et concrètement, tu as fait comprendre qu'il fallait plus ou moins que tu fasses avec pour le moment, c'est ça? J'ai pas fait comprendre plus ou moins des choses. J'essaie juste de me focaliser sur ce que je peux faire à l'avenir. Et si c'est avec ce groupe, je serais très content. S'il y a un nouveau joueur qui peut venir pour X ou Y raison parce qu'on pense que ça pourra apporter quelque chose, je serais très content également. Féfé, là, il y a une coupure entre les stages 2 et 3, encore plus quand on n'est pas concerné par les All-Stars. Je crois qu'il n'y a que Cruz dans l'équipe qui est concerné par les All-Stars. Toi, t'es rentré en France, mais t'es le seul? Non, il y a des joueurs qui sont rentrés dans leur pays natal, on va dire. C'est une occasion de retrouver les familles, de retrouver les amis. C'est difficile pour les joueurs, surtout qui n'ont pas l'habitude de vivre à distance de leur famille, de leurs amis depuis plusieurs mois maintenant. Ces conditions qui sont aussi des conditions, comme je te disais, c'est de l'apprentissage. Donc on apprend, ils apprennent aussi à vivre dans ces conditions-là et à travailler dans ces conditions-là. Donc non, je suis pas le seul. Il y a Cruz qui est rentré, Hip qui va rentrer bientôt. Il y a certains joueurs qui sont aussi restés à Los Angeles parce que ils trouvaient que le délai était trop court pour rentrer ou qu'ils avaient simplement envie de profiter un petit peu de la Californie. Donc dans l'idée, il y a des joueurs qui sont rentrés, il y a des joueurs qui sont restés, il y a du staff qui est rentré, il y a du staff qui est resté. C'est plus sur des choix personnels de chacun, de faire ce qui est le mieux pour lui, même si le repos est quand même préconisé, étant donné que la saison est encore longue. Et comme je disais, c'est un format qui est particulier, qui peut être très intense à certains moments, mais du coup, quand on a un petit peu de temps de repos, il faut savoir l'utiliser aussi à bon escient. Toi, tu as ton mot à dire en tant que head coach, si tu vois un de tes joueurs, par exemple, qui est claqué, qui est au bord, je vais pas dire du burn-out, de lui dire, écoute, même si toi, tu veux rester à LA, là, je pense que c'est mieux que tu rentres chez toi, que tu ailles retrouver ta famille, tes amis, que tu souffles un peu, que tu fasses une vraie coupure ou vraiment tu laisses le dernier mot aux joueurs? Non, c'est clairement si on voit un joueur qui est dans... Des fois, les joueurs arrivent à évaluer eux-mêmes s'ils sont en burn-out, ils n'arrivent pas à évaluer eux-mêmes leur taux de fatigue. Donc oui, c'est à nous de superviser ça aussi. Et quand on le voit, on donne justement ces préconisations de rentrer ou de se reposer, de ne pas s'entraîner tel jour, de prendre du temps pour soi hors d'Overwatch et hors compétition. Donc oui, clairement, on a ce pouvoir et un peu, j'ai envie de dire, ce devoir de faire en sorte que nos joueurs aillent pas en burn-out. Ouais, de les protéger au maximum. Toi, t'arrives à déconnecter complètement là ou pas?
Non, moi j'arrive pas. Honnêtement, c'est la position qui veut ça aussi. Je vais pas faire, je vais pas faire le mec qui va dire oui, moi j'arrive, j'ai des techniques. Non, honnêtement, quand tu es head coach d'une équipe, tu dois penser à tout. Il faut essayer de penser à ce qui s'est passé. Il faut essayer de justement poser ce cadre pour que les joueurs soient pas dans le doute et puissent se focaliser uniquement sur le jeu. Et il faut aussi penser à ce que tu vas faire demain, comment tu vas créer une atmosphère positive pour travailler, comment tu vas réamener de la motivation après les matchs. C'est un peu un cycle Ça dans arrête lequel tu as jamais. toujours des choses qui arrivent et tu es obligé de penser à tout ça tout le temps. Étant donné qu'en plus on a un staff qui est globalement petit chez Paris, c'est du travail en plus forcément, même si on est très content du staff qu'on a. Et c'est difficile de déconnecter. Après, je travaille dessus aussi parce que je suis plus efficace quand je suis reposé également, et ce retour en France fait partie un petit peu de ma cure à la mi-saison pour me permettre de revenir aussi plus en forme avec de nouvelles idées et avec la même motivation que sur les stages précédents pour essayer de nous améliorer et d'être une meilleure équipe. C'est quoi pour Paris une coupure bien gérée? Toi, tu en attends quoi? Parce que tu le dis, tout le monde a besoin de souffler, mais ça veut dire quoi aussi en matière d'entraînement? Les joueurs, par exemple, ils font quoi depuis la fin du Stage 2? Qui les gère? Est-ce qu'ils ont un programme spécial? Est-ce qu'ils ont carte blanche pendant leur pause? Non, non, les day off, c'est des day off. C'est-à-dire que le joueur s'autogère dans ces périodes-là. S'il ressent le besoin de jouer et de s'entraîner, il le peut. S'il ne ressent pas ce besoin-là, eh ben, qu'il ne le fasse pas. C'est vraiment quelque chose qui est propre à la personne. On va pas mettre, si pendant un day off, on met des règles de travail d'une certaine manière, des règles d'encadrement des jours de repos, au final, c'est plus vraiment des day off et ils vont penser qu'ils sont dans un cadre. C'est les seuls jours où ils ont le droit de pas être dans le cadre et justement de penser à ce qu'ils veulent et de faire à leur manière, sans avoir justement la restriction d'un coaching staff ou la restriction d'une structure ou quoi que ce soit. Donc c'est important aussi de les laisser avoir ces jours totalement libres. C'est des jours qui sont entièrement à eux. Et quel a été ton message auprès des joueurs, auprès du coaching staff aussi, toi, au moment où tu as quitté Los Angeles? Est-ce que, t'as pas forcément, tu le disais, donné de consignes parce que day off, c'est day off et faut respecter, mais quel a été ton discours? Quand je disais qu'est-ce que t'attends pour toi, c'est quoi une coupure bien gérée? Moi, j'attends du repos, honnêtement, parce que le repos, ça fait partie de l'entraînement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à le comprendre, encore plus dans l'e-sport. Autant dans le sport traditionnel, ton corps, à un moment, il te dit stop et tu sais que tu dois t'arrêter. Et la fatigue, elle se sent. Autant la fatigue liée au jeu, la fatigue mentale et la pression, c'est quelque chose de plus sous-jacent, quelque chose qui est plus difficile à identifier. Et donc en effet, je leur ai demandé de se reposer, de déconnecter un petit peu du jeu, de pas penser qu'à ça. S'ils ressentaient le besoin de jouer un peu certains jours pour garder la main et qu'ils puissent le faire évidemment, mais que ce soit pas 2 semaines de tryhard en ranked par exemple. Surtout que c'est pas le meilleur moyen non plus de garder la main quand on connaît l'état des ranked actuels. Donc oui, il y a cette notion de repos. Et pour le retour, c'est plus sur l'aspect collectif que je leur ai demandé de revenir avec un état d'esprit constructif, de justement pas chercher, de plus penser aux erreurs, du moins pas les erreurs des autres, penser à ses propres erreurs, à ce qu'on aurait pu faire mieux, et derrière essayer d'être le meilleur teammate possible, de recréer l'atmosphère qu'on avait au début de chaque stage, au début du stage 1, au début du stage 2, et cette fois-ci avec ce stage 3, d'avoir cette constance qui nous permet de garder cette atmosphère de travail, cette synergie d'équipe qui va nous permettre justement de se focaliser sur les vrais points importants qui sont liés au jeu et pas à justement ce qu'on disait tout à l'heure, lui il a fait ci, lui il a fait ça, des comportements qu'on retrouve dans toutes les équipes. C'est pas propre à notre équipe, c'est des comportements qu'on retrouve dans toutes les équipes et dont tous les coachs, pour avoir discuté avec eux, deal avec. C'est normal, c'est pareil dans le sport traditionnel, mais c'est quelque chose qu'il faut petit à petit éradiquer pour que tout le monde comprenne que le bénéfice commun est bien plus important que le bénéfice individuel. Bah tiens, Féfé, à propos de gestion humaine, toi qui as un peu d'expérience, tu as déjà travaillé avec soit pas mal d'équipes sur Overwatch, mais aussi une expérience dans le sport avant. Tu dirais aujourd'hui que tu as hérité d'un groupe qui est plutôt facile à gérer, facile à faire progresser, ou un groupe plutôt compliqué? C'est un groupe compliqué. C'est un groupe compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont différentes. Beaucoup de personnalités qui sont très différentes sur certains points et très semblables sur d'autres, là où tu n'aurais pas forcément besoin. On a beaucoup de joueurs en fait qui ont un gros caractère de leadership. C'est une bonne chose d'avoir des joueurs comme ça. C'est des joueurs qui vont être proactifs. Mais des fois, ça fait que tu te retrouves pas sur la même longueur d'onde parce que chacun a sa propre idée, chacun a sa propre vision du jeu. Et au final, il faut arriver à commit sur une seule vision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quand il y a un call, ça a toujours été la règle. Quand il y a un call, qu'il soit bon ou mauvais, on le follow tous ensemble. C'est pas un groupe qui est facile à gérer, mais en même temps, je pense qu'il y a des groupes qui sont pires aussi. Et on a quand même la chance d'avoir des joueurs qui sont globalement investis en termes de travail, qui progressent avec l'expérience.
C'est pas un groupe facile parce qu'il est très hétérogène sur certains points, très homogène sur d'autres, et aussi parce qu'il manque d'expérience. Mais après, ça fait partie du travail. C'est pas parce qu'il est pas facile que ça veut pas dire que c'est pas faisable. Au contraire, c'est un challenge et tu sais que j'ai toujours adoré les challenges. Et ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles je suis avec Paris aujourd'hui et que j'ai accepté de prendre cette position de head coach. C'est que c'est un challenge et que, comme je te le disais, pour moi, il y a toujours des choses qu'on n'a pas essayées. Pour moi, il y a toujours des cartes qu'on peut poser sur la table et je continuerai à faire mon maximum pour essayer de trouver des solutions. Et ces solutions viendront aussi des joueurs et je sais qu'ils peuvent le faire. C'est une relation de confiance entre eux-mêmes pour créer ce collectif, mais aussi entre le staff, le coaching staff et eux. Et c'est pour ça aussi que je fais confiance à ce groupe. Là, tu mettais pas mal de choses en avant par rapport à ce qui se passe in-game, mais Poco, avec lequel je discutais récemment, disait qu'il était indispensable, selon lui, de bien s'entendre hors-game pour que ça fonctionne in-game. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu es d'accord avec lui ? Oui, totalement. Totalement. C'est très difficile quand tu t'entends pas avec un coéquipier de faire fonctionner les choses. Alors, c'est pas impossible. Par exemple, dans le sport traditionnel, le nombre de coéquipiers qui peuvent pas se blairer, il y en a des dizaines. Une équipe de foot, c'est 23 joueurs, c'est pas tous les meilleurs amis du monde. C'est pas vrai. Mais c'est des professionnels, mais ils ont de l'expérience et ils sont capables de prendre sur ça et de toujours donner leur maximum. Et c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être les meilleurs amis du monde, c'est pas vrai. Comme je te dis, il y a des différences de personnalité, c'est un groupe hétérogène. Il y a des gens, ils sont pas faits pour s'entendre ou pour être amis. Le tout, c'est qu'ils soient capables de faire fi de ça et d'être professionnels sur le terrain et de donner leur maximum et de commit dans l'école. Et ils sont tous conscients que c'est quelque chose qu'il faut faire et sur lequel il faut s'améliorer et c'est qui est important pour cette équipe. Mais après, des fois, le manque d'expérience fait que inconsciemment, tu commites pas assez dans des calls ou tu follow pas quelqu'un avec qui tu es en désaccord d'un point de vue stratégique ou en dehors du jeu. Et ça, c'est l'expérience et l'apprentissage et ces stages qui vont nous permettre justement de régler, on va dire, ces soucis de cohésion et de synergie. Mais pour qu'il y ait plus de cohésion, plus de synergie aussi, pour qu'il y ait un vrai état d'esprit de groupe, ça demande un travail aussi hors game. Aujourd'hui, c'est le cas chez Paris. On voit par exemple que vous avez perdu récemment Liseline, qui était votre manageuse, coach sportif, nutritionniste aussi. Comment vous allez faire avec un effectif encore plus réduit pour continuer justement à construire cette synergie autour de l'équipe en dehors des matchs ? Alors ça c'est pareil, c'est une question qui est plutôt au niveau du management, le recrutement au niveau du staff, même si on a notre mot à dire sur les profils, le fait de recruter ou de pas recruter du staff à telle ou telle position, c'est une question qui est plus reliée au management qu'au coaching. Donc je vais pas pouvoir t'apporter d'éléments de réponse. Ça se fait au quotidien, pas que en jeu. En effet, on a beaucoup de discussions individuelles et collectives avec les joueurs sur ce qu'on attend d'eux individuellement, mais aussi collectivement. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au groupe, comment ils doivent communiquer avec tel ou tel coéquipier, comment tel ou tel coéquipier fonctionne et du coup comment s'adresser à lui, comment réagir quand il réagit de cette façon-là, ou apprendre à comprendre en fait. C'est quelque chose qui est compliqué pour des joueurs qui n'ont pas eu d'expérience de vie commune, qui n'ont pas eu d'expérience d'entraînement dans des gaming rooms, dans des gaming house, qui ont eu l'habitude de jouer derrière leur PC ou gérer les frustrations des uns et des autres. C'était simplement mute un micro. Là cette fois-ci il y a le physique, les gens sont à côté les uns des autres et tout ça c'est nouveau pour la plupart des joueurs, même après 4 mois c'est nouveau et c'est quelque chose sur lequel tout le monde progresse et on fait un travail avec le coaching staff pour justement sensibiliser pendant les discours individuels et pendant les discours collectifs l'ensemble des joueurs afin d'avoir quelque chose de productif et d'avoir justement cette cohésion dont parlait Poco. Quand Damon est parti, c'est toi qui l'as remplacé, vous avez opté pour la solution interne. Là, le fait que Liseline soit partie, va y avoir un recrutement quand même. Enfin, c'est pas toi ou Kyle qui va prendre sa place et puis se retrouver à tout gérer en même temps. Je ne serai pas head coach et team manager, ça n'existe pas. Non, c'est pareil. C'est une question de management pour savoir si le poste va être remplacé ou si pour ces domaines d'activité il y aura des prestataires. Tout ça, c'est des questions qui me concernent pas directement, même si je suis sollicité pour ça. C'est surtout pas à moi d'y répondre. C'est pour ça que j'y répondrai pas dans cette interview. Personne ne passera team manager au sein de la structure. Aucun coach ne fera aussi le rôle de team manager. Ça n'est pas prévu pour l'instant. Féfé, est-ce que tu sens, parce que quand l'équipe de Paris Eternal a été annoncée, il y avait énormément d'engouement, voilà, on connaît la communauté française, le public, etc. Est-ce que tu sens que suite au stage 1 et suite au stage 2, il y a une espèce de rupture qui s'est faite avec le public ? Je pense pas qu'il y ait une rupture. Il y a de la frustration, c'est comme tous les supporters, et ça tu l'as dans le sport traditionnel. Les supporters, c'est des gens qui vont commit et qui vont croire et qui vont s'investir émotionnellement dans ton équipe et qui vont la supporter. Quand tu gagnes ou même quand tu perds, quand il y a les retours positifs de certains supporters, c'est un moteur. Et des fois, t'as beau aimer quelque chose, t'es déçu, et quand les résultats suivent pas ou quand tu vois des choses que t'aimes pas voir d'une certaine manière, il y a de la frustration. Et cette frustration, elle ressort forcément plus quand il y a des défaites. Quand on a commencé le projet Paris Eternal, quand il n'y a pas de match,
Évidemment, tout le monde est motivé, tout le monde a de l'ambition, tout le monde y croit, il y a de la hype. C'est un peu de ta faute, Zaro, non, je déconne. Donc oui, c'est normal. Puis derrière, on a démarré le Stage 1, on a démarré sur 2 victoires. Forcément, là, il y a eu un gros engouement sur le fait qu'on était très très fort sur la méta, ce qui n'était pas le cas en réalité. C'était juste qu'on a fait 2 très bons matchs. Et oui, cet engouement, c'est pas qu'il s'est effacé, c'est que les discours ont changé naturellement parce que les résultats n'ont pas suivi. Et ça fait partie du jeu et nous, on fait juste le mieux qu'on peut pour satisfaire nos attentes individuelles, nos attentes collectives en termes d'équipe. Et derrière, évidemment, si on y arrive, ça satisfera le public. Est-ce que vous, au sein du coaching staff, vous avez un travail pour préserver les joueurs ? Parce que, voilà, on le sait, il y a certains joueurs qui se font un peu taper dessus, qui se font un peu bâcher ou quoi. La communauté est pas toujours très tendre, on va dire, loin de là même. Est-ce que vous donnez des consignes en mode pas de réseaux sociaux, pas de Reddit, c'est pas aussi de radical. chat On n'interdit rien. Par contre, on a des discussions avec eux, donc d'un point de vue collectif ou individuel, pour certains joueurs qui justement sont affectés par ces choses-là, sur l'importance de ne pas prêter trop attention aux messages positifs quand on gagne et aux messages négatifs quand on perd. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a gagné un match que tout le monde te dit t'as été incroyable, t'es le meilleur, t'es trop fort, que c'est le cas. Et puis à l'autre sens, quand on perd, qu'on te dise t'es trop nul et tu sais pas jouer ou t'es pas fait pour jouer ce perso, pareil, de pas s'attarder sur ces choses-là, parce que c'est pas la réalité des faits. Les supporters, il y en a qui sont lucides, il y a des gens qui sont très objectifs, il y a des gens qui le sont moins, mais c'est aussi lié au fait du manque d'information, parce qu'ils peuvent pas voir l'envers du décor, c'est pas possible. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, il y a des choses qui ne peuvent pas être vues, il y a des choses aussi qui simplement ne sont pas couvertes, même si elles le pourraient, parce que il n'y a pas un gars qui nous suit 24 heures sur 24 avec une caméra et qui transmet tout ce qui se passe, et après les gens se font leur propre idée. C'est pas une télé-réalité, c'est un club. Forcément, ces messages-là, ils sont basés sur ce qu'ils voient et ce qu'ils croient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils décident de croire, ce qu'ils décident de ne pas croire. Et donc derrière, tu te retrouves dans une situation où c'est erroné de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Ça touche toujours, Moi, des fois, je reçois des messages quand on gagne, des messages de soutien, et des fois, quand on perd, je reçois des messages fais ton putain de job. Ouais. Ça fait partie du jeu, si tu veux. Moi, quand je vois ça, ça me fait sourire. Là, j'ai juste envie de répondre merci du conseil, du coup, je vais faire mon job, j'avais pas pensé. Mais c'est la limite la seule chose que je pourrais répondre, parce que ça ne m'atteint pas, mais parce que j'ai l'expérience du sport traditionnel et que j'ai déjà vécu ça et que je sais ce que c'est quand j'ai été joueur ou athletic trainer dans le basket. C'est des choses que j'ai vécues et je sais qu'il faut pas y prêter trop d'attention. On est dans un milieu digital, l'e-sport c'est digital, on est forcément plus connecté que dans le sport traditionnel. Donc en plus, il y a beaucoup plus de messages de ce style-là. Mais ça n'empêche pas que il faut pas trop y prêter attention. J'ai Pépin de Pomme, un abonné de la chaîne, l'un des plus gros soutiens aussi de la chaîne, mais aussi de l'équipe Paris Eternal, qui trouve, lui, que vous vous êtes un petit peu coupé justement de la communauté, qu'il y a une absence d'interaction en fait avec la communauté. C'est quoi ? C'est faute de moyens ? C'est faute d'envie ? Faute de temps ? C'est une stratégie Bon, alors là, aucune idée. Pour t'avouer, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Personnellement, moi, à chaque fois qu'on m'envoie des messages, je réponds. Ou du moins, j'essaye. Des fois, il y a des messages qui se perdent parce qu'ils sont dans les messages invisibles. Et je sais que la plupart des joueurs essayent de faire pareil. Donc après, des fois, c'est simplement créer la communication. Ça peut venir des deux sens. On va pas naturellement aller vers les supporters. Non, mais il pourrait presque y avoir, tu sais, au niveau de l'équipe, un community manager qui va s'occuper d'échanger, de créer des choses, etc. Alors, et là, on vous demande, vous, carrément de répondre, quoi. Je vais pas dire que t'as autre chose à faire. Évidemment, les messages, tu les lis. Si tu reçois 150 messages par jour, tu peux pas répondre à 150 messages par jour, que tu sois coach, joueur, enfin... Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je réponds quand j'ai le temps. D'ailleurs, n'imaginez pas que si je vous ai pas répondu dans les 30 minutes, c'est perdu. Non, c'est simplement que des fois, j'ai pas le temps. Et on a une agence de communication qui s'occupe de gérer tout ça. Après, je sais pas si les besoins d'avoir d'un community manager se font ressentir, peut-être. C'est des retours, tu vois, qu'il faudrait faire au management aussi, sur peut-être comment améliorer la relation supporter-club. Ça fait pas partie de mes fonctions de penser à ces choses-là. J'ai déjà tellement de choses à penser. T'imagines bien que le management des réseaux sociaux, c'est pas mon point premier, mais il y a des clubs de supporters qui nous contactent, qui me contactent de temps en temps. Par exemple, le Roster Club, leur créateur, de temps en temps on discute. Je sais qu'il Amex de temps en temps aussi au téléphone. Donc il y a cet échange-là qui existe avec les clubs de supporters. Et quand il y a demande d'échange, en tout cas, on fait notre maximum pour le créer. C'est difficile parce qu'on est à Los Angeles aussi. On a une fanbase qui est globalement française, qui est globalement qu'on pourrait rencontrer facilement à Paris. Mais quand tu es à Los Angeles, au final, même si on fait un rendez-vous signature comme on a fait à Dallas, il va pas y avoir 6000 personnes qui vont venir, quoi. C'est vraiment les fans de Paris Eternal au Texas.
ils sont pas aussi nombreux qu'à Paris. Non. Ça a du sens. Je dirais que nous, on fait ce qu'on peut avec nos armes et que les coachs et les joueurs, on se préoccupe pas trop de ça et on essaie juste de répondre individuellement lorsqu'on reçoit des messages et de temps en temps de créer un petit peu de contenu justement pour les fans sur certaines vidéos. Après, derrière, je saurais pas te dire. Et s'il y a ces besoins, s'il y a vraiment des demandes de rapprochement de la communauté avec Paris, c'est des choses qu'il faudra voir avec le management. Moi, de mon côté, je suis toujours ouvert. Il faut pas hésiter à m'envoyer des messages et dès que j'ai le temps, j'essaie d'y répondre. Féfé, on va parler du stage 3 qui va arriver pour Paris Eternal. Vous allez jouer Toronto, Boston, New York, Florida, Houston, de nouveau Boston et vous finirez par Séoul. Vous allez vous retrouver combien de temps avant le début de la reprise du stage 3 ? Et là, tu le disais, vous allez refaire jouer tout le monde, vous allez refaire des tests pour le stage 3, c'est bien ça ? En gros, en début de chaque stage, on donne un petit peu sa chance à tout le monde. Je ne sais pas si toutes les équipes font ça, mais nous, c'est une manière de faire du management aussi. C'est une manière de donner sa chance à tout le monde, de montrer que justement, joueurs, ouais. on est une partie, tous les joueurs font partie de l'équipe et qu'ils ont cette chance. On a à peu près 15 jours d'entraînement avant le début du premier match, ce qui est beaucoup honnêtement par rapport à la plupart des équipes qui s'entraîneront que la semaine, voire les quelques jours avant le premier match. On fait quand même partie des équipes qui travaillent le plus, ça faut le savoir. Donc on va avoir quelques jours au début de trial où on va jouer tout le monde et puis après derrière, une fois qu'on aura pris la décision sur certains postes, en fonction de ce qu'on veut jouer aussi, donc des points forts et des points faibles des uns des autres comme d'habitude, on va partir sur un roster et il va se lock pour la première semaine et en fonction, et comme je t'ai dit, c'est toujours difficile de faire des rotations. Si c'est faisable, si ça l'est pas, on le fera pas, et si ça l'est, on le fera, évidemment. Il y a de gros changements qui vont être possibles parce que Blizzard annonce sa volonté de vouloir forcer, entre guillemets, je mets des guillemets à forcer, les joueurs à jouer des compositions 2-2-2, c'est-à-dire 2 tanks, 2 supports et 2 DPS. Vous avez eu la confirmation, vous, de votre côté, parce que c'est un truc sur lequel vous devez vous préparer, non ? Alors les owners et le management est en discussion avec Blizzard sur ce genre de sujet, nous non. Les coachs directement nous informent que quand ça est officialisé. Donc aujourd'hui j'ai pas d'informations et je peux pas me préparer par rapport à ça. Je peux juste me préparer par rapport au stage 3 qui risque d'être une des compositions tank à nouveau, vu que a priori il n'y a pas de nouveau patch incroyable qui sortirait. Mais comme je te dis, c'est un a priori, c'est-à-dire que peut-être que demain Blizzard va décider de faire différemment. C'est pas la première fois que Blizzard serait capable de sortir des patchs rapidement entre 2 étapes ou un petit peu au dernier moment parce qu'ils ont l'impression que c'est ce qui va aider le jeu. Ils font pas ça parce qu'ils en ont envie. Donc on verra bien. En tout cas, nous on va faire au jour le jour et on va se focaliser sur le patch actuel, sur la méta à jouer actuelle. Et si demain il y a un lock 2-2-2, et ben on jouera avec ce lock 2-2-2. Ce sera peut-être quelque chose qui ressemblera plus à notre identité de jeu. Ça pourrait être bien pour nous à l'heure actuelle. Je sais pas si ça peut être bien pour le jeu en lui-même overall ou même sur la stratégie de manière générale. Moi, mon point de vue, c'est qu'il y aura toujours une méta. Si c'est 2-2-2, 3-3, enfin quel que soit ce qui est forcé ou quel que soit le cadre qu'on met, il y a un moment où il y a toujours une composition qui va être plus forte que l'autre. Après, peut-être que l'équilibrage se fera au fur et à mesure. On voit des jeux où l'équilibrage est quasiment parfait. Je pense à des jeux de versus fighting, par exemple, ou Smash Bros, où l'équilibrage de tous les persos est incroyable et permet justement d'avoir, quels que soient les personnages, des points forts et des points faibles qui se compensent et qui permettent d'avoir un équilibre. Mais ça reste des jeux individuels, c'est pour ça que c'est peut-être plus simple. Sur un jeu collectif, il y a tellement de composantes qui rentrent les unes avec les autres, des compétences qui vont s'additionner, créer des facteurs multiplicateurs qui permettent de créer plus de dégâts, qui permettent d'encaisser plus de coups, qui permettent de prendre telle ou telle position. À mon avis, c'est compliqué pour les développeurs de trouver un réel équilibre. Et peut-être que ce 2-2-2 fixe permettra d'avoir en tout cas un équilibre différent de l'équilibre qu'on a actuel, qui est l'équilibre des tanks. Vous n'avez absolument pas été consulté par Blizzard, parce que je sais que Blizzard est en attente, apprécie les retours aussi des joueurs. On vous a posé la question quand même. Il y a un Discord spécial Overwatch League où les joueurs donnent leur retour sur le jeu, etc. Et puis nous, on a été sollicité de quoi on a besoin pour pouvoir coacher et pour pouvoir améliorer notre façon de coacher et pour pouvoir être... Donc nous, on a un professional viewer, tu sais, on peut regarder les matchs en replay dans la vue de chaque joueur. Comme vous avez cette possibilité-là, un peu comme ce qu'ils avaient fait pour la World Cup. Oui, et c'est exactement ça. C'est exactement ce qui a été fait pour la World Cup et c'est ce qui en gros est le payant pour les viewers sur le stream de l'Overwatch League. Ils ont la capacité d'acheter un pass. Ouais, mais vous avez les replays. Parce que nous, en fait, faut que tu regardes en live, quoi. Tu peux pas, moi, je peux pas récupérer les replays avec la vue de, tiens, je vais regarder ce que fait Soon sur Zarya ou ce que fait Graves sur Ana. Je sais pas si ça sera un jour ouvert au public, mais oui, c'est un outil qu'on a à disposition, on l'utilise. Ce qui nous manque vraiment, c'est les statistiques. C'est un vrai problème dans l'évaluation des joueurs aujourd'hui, c'est de savoir qui fait le plus de dégâts sur telle situation. Des statistiques précises, je parle, pas juste statistiques, médaille d'or dégâts, médaille d'or élimination, ça n'a aucun intérêt. Des statistiques dommages sur les shields, pour voir, tiens, Shock, il joue vachement autour du dommage sur les shields adverses ou sur la diva adverse. Leurs Zarya se focus sur tel personnage. Tu vois, donc que ce soit pour scout une équipe ou que ce soit simplement pour nous déterminer
déterminer qui fait le mieux le travail. Aujourd'hui, le travail de coach sur Overwatch est très subjectif, c'est-à-dire qu'on évalue les compétences individuelles et collectives sur des sensations, sur des feelings et sur après des pourcentages de victoires-défaites, mais qui ne sont pas des vraies statistiques assez intéressantes pour permettre d'avoir une vraie évaluation des joueurs d'un point de vue individuel et de trouver peut-être la meilleure combinaison possible. À l'époque d'Eagle, j'avais fait un énorme template où j'avais évalué les ratios victoire-défaite à chaque fois que je changeais un joueur, des malus et des bonus en fonction de si tu jouais avec tel joueur qui avait tel pourcentage. Enfin, c'était un gros micmac. Ça m'avait permis de faire la line-up de la saison 2 des Contenders, mais c'est pas non plus fiable et viable surtout, et c'est pas le plus intéressant à faire. C'était pas ça qui avait fait la différence. Ouais, et puis ça prend énormément de temps, donc ce serait bien aussi que Blizzard vous mette à disposition des outils qui vous permettent de gagner du temps et de vous focaliser encore davantage sur le jeu. C'est pas plus mal. Féfé, donc je t'ai énoncé un peu le programme, hein, les équipes que vous allez rencontrer sur ce stage 3. Est-ce que c'est un stage piège pour Paris? Parce que sur le papier, on se dit qu'il y a encore un coup à jouer, il y a peut-être des playoffs à aller chercher. Il me fait chier avec ses playoffs. C'est un stage, oui, c'est un stage avec des adversaires il y a beaucoup d'adversaires que l'on peut soit battre, soit perdre. Et quand je dis soit battre, soit perdre, c'est on peut gagner 4-0, gagner 3-2, perdre 3-2, perdre 4-0. Cette méta, la méta tank, est très momentum-based, très momentum-based. Ça dépend du feeling le jour J, ça dépend du feeling dans la semaine. C'est des facteurs qui sont bien au-delà du jeu, qui sont des fois contrôlables et pas contrôlables. On a vu des upsets assez incroyables sur ce stage. Ouais, complètement. J'ai l'impression que tout le monde, plus ou moins, Justice a battu Boston. Mm. Voilà, c'est ça. Et au final, la phrase récurrente qui fait sourire certains de mes anciens joueurs qui dit tout le monde peut battre tout le monde, ce qui était une des phrases que j'ai chez Eagle et qui en énervait quelques-uns, elle est encore plus réelle dans cette méta actuelle. Parce que c'est des méta snowball. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir l'avantage, et l'avantage se fait sur le terrain, mais aussi avec la bonne rotation d'ultimate, qui peut te permettre de snowball toute la map, mais aussi l'avantage des positions et l'avantage psychologique, qui est beaucoup plus présent parce que beaucoup moins de clutch individuel. Donc quand il y a une équipe qui est en confiance, qui prend l'espace, qui est proactive, elle peut finalement faire la différence beaucoup plus et snowball beaucoup plus vite. C'est plus difficile de revenir dans les matchs. C'est du coup plus facile aussi de snowball positivement si on commence à gagner. On va dire que ça se détermine sur les premières minutes, ça se détermine sur la première map. Des fois, ça se détermine sur avant la mi-temps. Les river sweep, même si on en a eu quelques-uns, sont quand même moins présents et on constate qu'il y a pas mal de 4-0 aussi. Féfé, avant de terminer, quelques questions rapides hors Overwatch League. Est-ce que tu as eu le temps déjà de regarder la finale des Contenders Europe entre Angry Titans et British Hurricane? Et évidemment que je l'ai regardé, c'est que la région Europe c'est quelque chose qui me tient à cœur. Angry Titans c'est une équipe pour qui j'ai beaucoup d'affect parce que ça fait 3 saisons qu'ils arrivaient en finale et même quand on les a battus c'était des joueurs qui sont vraiment adorables. British Hurricanes, il y avait Nox dans l'équipe, il y avait aussi Tsuna, le joueur français, donc évidemment je regardais ce duel, il y avait le Renega aussi dans le coaching staff, donc c'était un match qui m'intéressait vraiment. Il y avait Vras aussi, attention j'ai pas cité mon ami Vras. Ouais. Chez Angry Titans pour le coup. Ouais. S'il y a bien une équipe qui est basée sur le momentum, et pour en avoir discuté avec Vras, c'est totalement leur philosophie de coaching, ils font en sorte que le jour des officiels, ils aient un momentum positif, ils aient une motivation qui fait que même s'ils ont eu des semaines d'entraînement difficiles, et je pense que c'est dans la nature des joueurs aussi d'être comme ça, d'être capable de répondre présent dans les moments importants, et c'est l'expérience qu'ils ont engrangée avec ces 2 défaites consécutives en Contenders aussi, qui les a forgés. L'échec forge, l'échec permet d'apprendre, il faut l'utiliser, et je pense qu'ils ont su l'utiliser pour cette 3e finale. Et d'une certaine manière, même si c'est vrai qu'il y avait aussi des Français du côté de British Hurricane, ça fait plaisir pour Angry Titans de les voir enfin gagner cette finale qu'ils attendaient depuis longtemps. Il y a une autre équipe aussi qui, on l'espère, on croise les doigts, devrait participer aux Contenders la prochaine saison, c'est Eternal Academy. Là, ils sont en trial. Tu gardes aussi un œil sur cette équipe, vous suivez leur parcours de près? Alors beaucoup lorsque l'équipe a été créée, vu qu'il a fallu choisir le coaching staff. Mon travail c'était surtout de définir qui allait être le head coach et donc de travailler avec Julien, avec le reste du staff pour déterminer qui devrait être le head coach, avec Mex bien évidemment. Le choix s'est porté sur Souche, j'avais jeté un œil sur les joueurs et j'avais donné mon avis sur les joueurs qui pour moi avaient le plus de potentiel. Après, les décisions ont été prises directement par Souche lui-même qui avait sa propre perspective et le but c'était pas nous d'interférer non plus de lui forcer des joueurs, c'était aussi de lui laisser la liberté de faire son équipe. Moi je continue à regarder un œil, je regarde les matchs bien évidemment, je suis un petit peu leur conversation quand ils parlent de stratégie, ça me fait plaisir de voir que Hardest pour le moment participe
dans les trials également, donc c'est des joueurs pour qui j'ai de l'affect. Et donc oui, je suis toujours, après j'ai pas une implication réelle dans ce projet-là, j'ai tellement de choses à faire déjà avec l'équipe en Overwatch League. Si on a recruté un coaching staff pour l'équipe Academy, c'est justement pour qu'il s'en occupe. Donc je coach pas l'équipe Academy. Non, bien sûr, mais je suis de près parce que ça m'intéresse, parce que c'est un peu le vivier de joueurs, un vivier de joueurs sur lequel on pourra se baser pour le futur, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est des joueurs qui sont intéressants, qui ont du potentiel, et c'est toujours intéressant de les suivre. Est-ce que vous vous entraînez contre Eternal Academy parce que Dallas le disait, s'entraîne pas mal contre Envy, même chose pour Poco qui disait on joue contre Fusion University. Est-ce que vous faites aussi la même chose avec Eternal Academy? Parce qu'il y a ce problème de région, quoi. Vous êtes en NL, ils sont en Europe. Il y a ce problème de région. Je t'avoue que c'est très utile d'avoir une académie juste pour, notamment pour les warm-up quand on a des matchs tôt le matin. Parce que tôt le matin, généralement, eux, c'est le soir. Donc c'est possible de faire ces matchs-là. Il y a peu d'équipes Overwatch League très peu, genre aucune qui s'entraîne le matin. Donc quand on a des matchs le matin à midi et qu'on doit s'entraîner de 12h à midi, c'est cool d'avoir Eternal Academy pour pouvoir s'entraîner. Ils font même des efforts de jouer des compositions quand on a scout qu'on pense qu'un opposant va jouer telle ou telle composition, il la joue aussi des fois. Des fois, ils jouent juste leur style de jeu parce qu'on veut s'échauffer sur du tank versus tank, par exemple. Donc, ils s'adaptent et ils sont malléables, et c'est très, très utile pour une équipe Overwatch League d'avoir ce type de disponibilité. Mais après, en effet, il y a le ping. En effet, ils ont leur propre façon de jouer. Des fois, il n'y a même pas les mêmes patchs. Et là, c'est plus compliqué. Alors Féfé, on va changer de compétition pour terminer. Voilà, moi j'ai envie de finir cet entretien avec toi en parlant de l'équipe de France. Puisqu'on sait qu'il y aura bien maintenant une Coupe du Monde Overwatch en 2019. Tu commences à me connaître, Féfé, t'en es pas à ta première interview. Tu vas faire acte de candidature comme coach de l'équipe de France cette année ? J'ai pas encore décidé, je réfléchis beaucoup à la question. Il y a des pour et des contre. C'est forcément quelque chose qui me plaît. Tu sais, l'attachement que j'ai au maillot des équipes de France. J'ai travaillé dans le basket, j'ai travaillé auprès des équipes de France. Il n'y a pas de meilleur sentiment que de défendre son pays sur le terrain, ou au bord du terrain d'ailleurs. J'ai jamais eu de sentiment aussi fort que quand je travaillais pour les équipes de France de basket et qu'on faisait des championnats d'Europe, ou quand j'étais joueur. C'est quelque chose forcément qui m'attire. Après, derrière, il y a la réalité. Qu'est-ce qui te retiendrait ? La réalité à l'heure actuelle des calendriers et du temps. C'est-à-dire que être head coach d'une équipe Overwatch League, c'est énormément de temps, énormément d'investissement. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail avec Paris. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça a du sens d'enlever du temps pour se consacrer à moitié sur un autre projet et de ne pas pouvoir le faire à fond ? Enfin, si je me présente pour être coach de l'équipe de France, j'ai envie de le faire à fond. J'ai envie d'avoir le temps de faire les choses bien. J'ai envie d'avoir le temps de faire des trials juste, objectifs, et d'aller chercher les meilleurs talents, de travailler avec les meilleurs talents aussi en termes de coaching staff, de faire quelque chose de bien pour que cette équipe de France, pour que ça soit utile pour cette équipe de France et pour vraiment défendre les couleurs de mon pays. Si aujourd'hui je ressens le fait que j'aurai pas le temps de me consacrer entièrement à ça, parce que ma fonction aujourd'hui est très chronophage et qu'il y a encore beaucoup de travail avec Paris pour que cette équipe elle évolue, et surtout au vu des résultats actuels, je ne déposerai pas ma candidature, même si on sait très bien que l'équipe de France est quelque chose qui attire, déjà pour défendre son pays, puis c'est de la visibilité, c'est beaucoup de choses. Mais derrière, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de faire les choses bien. Et je préfère me donner à fond et faire mon maximum pour que les choses soient faites bien sur un projet que de faire deux choses à moitié et du coup d'en réussir aucune. C'est ma philosophie en tout cas. Oui, puis aujourd'hui, la priorité reste Paris Eternal. Paris, c'est la seule équipe française en Overwatch League, donc ça a du sens. J'ai ce côté un petit peu défense du pays de toute façon en travaillant auprès de Paris. C'est la seule équipe avec des joueurs européens. Je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités à être chez Paris aujourd'hui en tant que joueur, en tant que staff, parce qu'on défend une région. Je sais pas si on peut dire la priorité, comme je t'ai dit, il n'y a jamais rien qui m'a autant galvanisé, j'ai jamais pris autant de plaisir qu'auprès des équipes nationales. Et je pense que c'est hyper important de continuer à garder ça pour le développement du jeu, pour le développement de la communauté, de continuer à avoir ces World Cup et avoir une équipe de France qui a des résultats. Donc je parlerai pas de priorité, je parlerai de responsabilité, et quelles sont les miennes vis-à-vis du club, vis-à-vis des fans, vis-à-vis de moi-même, d'être capable de faire deux choses si je sens que je serai capable en termes de temps, pas en termes d'envie, parce que l'envie elle y est, c'est sûr, mais en termes de temps, de faire les choses bien, je le ferai. Si je sens que ça risque d'être compliqué, je prendrai pas le risque, et je suis sûr qu'il y a des talents à mon poste, que ce soit en Overwatch League ou en Contenders, qui pourront faire le travail à ma place et se commit en ayant plus de temps que j'en ai à l'heure actuelle. Mais ça va venir vite, en tout cas cette décision, il va falloir que tu tranches assez rapidement. C'est en effet une décision qui va arriver très vite, et je communiquerai sur les réseaux sociaux le choix de cette décision, qui soit favorable ou défavorable. Sur ma chaîne, pour faire une petite interview pour dire que tu te présentes officiellement comme head coach de l'équipe de France. Ou que je me présente pas, tu veux une interview pour dire que je me présente pas. Ça peut être une idée, un petit truc rapide, ça changera des formats, puisque là, Féfé, on a encore passé plus d'une heure ensemble, et c'était très agréable. Encore un titre putaclic de Zaroïd en prévision, il donne sa réponse, 3 petits points, avec un personnage flouté pour pas savoir qui c'est.
sais. Avec Je plus le vois de venir gros comme une 220 vidéos sur la chaîne, des titres putaclic, il y en a pas des masses. Hein. Je me demande si on peut pas les compter sur les doigts d'une On main. va vérifier ça. On va vérifier ça mot pour mot. Zaro. Bon, à on partir fait- du moment où tu fais une photo de Ben Bess sur une de mes interviews, j'appelle ça putaclic. Excuse-moi, Zaro. J'avais pas de photo de toi à l'époque et j'ai Non, mais pas de corrigé. problème. Et là, je vais Je veux retrouver attirer une la belle. jante féminine. Y a pas de problème. C'est pas Féfé le beau pour rien. Bon, Aïe, Féfé, aïe, aïe. je vais te laisser profiter de tes vacances, profiter de ton break. Moi, j'ai prévu un petit saut à Montpellier ce week-end, donc voilà, réserve-moi un j'ai petit bien. créneau. Ouais, j'aimerais bien venir vous voir avec Alblaise. Pas Donc, de problème. donc j'espère qu'on aura Prépare-toi à l'occasion perdre de... sur Smash Bros. Ah, ouais, mais je vais pas avoir le temps de m'entraîner d'ici là parce qu'il y a le Moi All-Star non qui plus. débarque, puis il y a encore pas mal de taf, mais on verra le plus talentueux des deux. En tout cas, c'était chouette d'échanger avec toi, d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe en coulisses du côté de Paris Eternal, d'avoir des réponses aussi aux questions que beaucoup se posent, et c'est toujours très instructif d'échanger avec toi. On apprend pas Avec mal sur plaisir, la psychologie j'espère, du coaching. Ouais. Avec plaisir. J'espère avoir répondu au maximum aux questions où je pouvais répondre. Parce qu'évidemment, il y en a certaines où c'est pas de mon ressort, c'est pas à moi de le dire, ou c'est simplement pas à dire quand c'est pour protéger les équipes, pour protéger les joueurs. Mais oui, globalement, j'essaye toujours d'être le plus transparent possible sur les questions que tu poses. Et aujourd'hui, on a senti que tu étais en mode investigation Zaroïde. Le retour du Zaroïde, là, on peut pas dire qu'il a pas posé les bonnes questions dans le chat. Enfin, dans les commentaires. Dites-nous si vous pensez que Zaroïd a posé les bonnes questions, ou s'il a pas posé les bonnes questions et qu'il a encore Comment tu veux retourner protégé. le truc contre moi? Et n'hésitez pas à spammer les pouces rouges. Non. Bon, allez. Sur ces belles paroles, Zaro, je te souhaite une bonne journée. Moi aussi, mon Féfé, je te dis à très bientôt. Bonnes vacances, profite bien. Bonne préparation derrière. Et puis surtout, bon Stage 3. Votre premier match, ce sera le 8 juin à 1h du matin contre Toronto Defiant. On croise les doigts pour la revanche. Et puis à très vite, Féfé. À très vite, Zaro. Ciao. Ciao, ciao.